and where we started our company. Despite my last name, I do not speak French, so this talk will be in English. And I will start with the very beginnings. Of course, I'm here to talk about retail media, but I want to walk you through how Glovo started, what Glovo is today, where do we want to go, and then I will connect that with everything we're doing with brands and with retail media. So this was me before Glovo, right in college. My only job before Glovo was working chez Airbus in Toulouse. I didn't like it. I wasn't having a lot of fun. I'm an aerospace engineer. And while I was doing this internship at Airbus, I thought about this idea, which was, hey, let's build a small company based in Barcelona where we can basically offer people anything in their city in less than 1 hour. No? It was a very high-level idea. This is the first product that we built. It was basically a very simple website where you could go, sorry, it's in Spanish, but you could go to the bottom and there was a form where you could type in anything you wanted, your address, and that's pretty much it. Your name, that's it. People paid in cash. And when we launched this, we thought it would be a massive success. We got between 0 and 1 orders every day, depending on my mother ordering or not. So this didn't really work. We did some. This is my co-founder Sasha, who joined in month 3. There's a very special day in Barcelona, which is Sant Jordi, Sant George, where people give flowers to their husbands or spouses, or girlfriends or boyfriends. And that was the first day when we did more than 10 orders. People were using us to send the flowers. And we could take some money from fundraise some money from investors, and we invested that into launching the first app. So this is the first version of the app. Super simple. It only had 2 buttons: order something or send something. We charge a really high price. So for the service, we charged around €5 and we launched it. We thought the app would be the solution. And no, it was not the solution. So this is the graph of orders for the first 1 year. As you can see, it's super flat. We were not growing, probably doing 10, 20 orders after 1 year every day. No? So it was a very, very difficult business, as you can imagine, really difficult economics, no? Like paying well couriers, which is a huge part of our DNA, meant that in every order we lost money. And that's when we had a big inflection point. No? We were about to shut down the company. We said, hey, let's try one last thing, which is this marketplace of 2 sites, no? Users and couriers that we have built. Why don't we add a third piece into the marketplace, and let's start working with local shops. No? At the end of the day, the few orders that we were getting were already sending us to buy things in local shops, but there was no et le coursier. Et donc nous avons lancé une application qui, malgré la couleur, est très familière à celle que vous utilisez aujourd'hui, où nous avions plusieurs catégories, et dans chaque catégorie, les gens pouvaient voir, c'est comme s'il y avait des vitrines, ils pouvaient voir le produit, ce que le magasin offrait. Et à chaque fois qu'on avait des revenus, on les passait, on prenait nos commissions et puis on les repassait au magasin. Et donc, le prix que l'utilisateur payait est passé de super coûteux à très abordable. Donc, en moyenne, le client paie 10% pour le coût de livraison. Et donc, c'est assez raisonnable et abordable pour tous.
Donc, nous pensons à 3 paris, si vous voulez, globaux. Le premier, c'est gagner en alimentation. Et là, nous parlons de la catégorie restaurant. Donc, lorsque nous parlons de restaurant, c'est un peu la même chose que Amazon a fait avec les livres au tout début. C'est sa première catégorie. Et c'était la première chose que connaissaient les clients lorsqu'ils utilisaient Amazon. Donc nous, c'était les restaurants. Donc c'était très important pour nous. Ce sont les pays où nous opérons aujourd'hui. Enfin, vous les voyez sur la diapo. Aujourd'hui, nous sommes la plateforme de livraison numéro 1 pour la livraison instantanée. Et l'application la plus utilisée. Donc aujourd'hui, les clients utilisent notre application quand ils sont entre amis, en famille, au travail. Et après qu'ils aient commencé à utiliser l'application de plus en plus, nous avons pu diversifier les catégories. Dans ces diapos, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petits chiffres, mais les couleurs, ce sont les commandes par habitant et par année. C'est par habitant et par année. Vous voyez différents marchés. Bien sûr, nous sommes jeunes, l'industrie est hyper jeune. Dans la plupart des pays, nous avons commencé il y a de cela que 5 ans. Et donc, dans certains, nous avons commencé il y a de cela 15 ans, mais la plupart des utilisateurs utilisent aujourd'hui Glovo lorsqu'ils sont dans le week-end ou lorsqu'ils sont avec des amis. Mais comme le service devient de plus en plus abordable, nous remplaçons quelques concurrents. Et c'est comme ça que la fréquence va augmenter. En mettant en place la meilleure plateforme pour restaurants et en faisant un échelonnement dans chaque pays, il y a 2 points importants. Le premier, c'est mettre en place le meilleur dispositif de livraison, comme dans une ville comme Casa, une grande ville comme Casa. Il faut y mettre les moyens et donc on a besoin d'un vrai dispositif de livraison, moto ou autre. Deuxième point, c'est s'engager avec les utilisateurs au Maroc. 1 sur 7 Marocains utilisent Glovo régulièrement et de plus en plus sont en train de télécharger l'application. Donc, quel est le deuxième pari? Et là, je vais le lier à ces 2 super pouvoirs. C'est de l'accélérer, le multi-catégorie, tout ce qui se passe en dehors de la livraison de nourriture. Nous voulons accéder à ce marché. Donc, 35% aujourd'hui de nos utilisateurs actifs utilisent l'application pour des commandes auprès de restaurants. Le marché américain, comme exemple, vu que c'est un grand marché. Donc, les 3 piliers Glovo sont l'alimentation, les courses et le retail. Still being super low is really, really exciting. And third is everything else, retail outside of grocery. So electronics, beauty, pharma. Donc, quelles sont les opportunités dans le quick commerce? Comme je l'ai dit, les 3 piliers mentionnés sur la diapo. D'autres exemples, toujours en relation avec le Maroc.
Pour la catégorie course, elle est en pleine expansion. Nous sommes en train de travailler déjà avec les Marjan, Carrefour et U-Express. Basé sur les données que nous avons, 70% des commandes de courses se passent aujourd'hui au Maroc, dans la région MENA. Et donc nous croyons que dans le futur, dans 10-20 ans, la plupart des gens vont faire leurs commandes, leurs courses en ligne, spécialement dans des pays comme le Maroc. Le troisième pilier est aussi très important, surtout dans le retail, comme pour Amazon ou Jumia. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires, nous travaillons avec plusieurs partenaires pour pouvoir faire des livraisons en une journée avec les mêmes prix, des prix compétitifs, avec par exemple le prix mentionné dans leur site, le site des marques que vous voyez sur la diapo. Ces marques-là livrent leurs produits à travers Glovo. Donc le e-commerce est en train de se transformer en quick commerce ou commerce rapide. Au début, c'était une quinzaine de jours, ensuite une semaine et aujourd'hui, c'est une journée, voire moins. Enfin, le dernier pari, c'est le retail média. Nous savons que c'est massif et c'est en train de s'accroître rapidement. C'est la possibilité de se connecter avec des millions de consommateurs, de clients à travers une application. Les utilisateurs, par exemple, qui utilisent Glovo, veulent commander ou acheter quelque chose. Et nous croyons que nous sommes bien positionnés pour devenir un grand joueur, un grand acteur dans le domaine grâce à trois points. Comprendre comment les gens font leurs courses et qu'on devienne la première appli dans ce sens, numériser tout ce qu'il y a à numériser. Pour cela, nous avons une dizaine d'ingénieurs et l'utilisateur a aussi une grande valeur en utilisant Glovo. Donc, je vais diffuser une vidéo. Alors pour conclure, nous avons tout juste commencé cette aventure. Tout ce que vous avez vu, les produits que nous offrons, que ce soit dans Glovo ou en dehors de Glovo, c'est juste le commencement, mais nous sommes en train de grandir rapidement à travers le monde. Merci pour votre attention. Thank you. A big thanks you to Oscar Pierre for sharing the remarkable journey of. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, d'avoir partagé les défis et réussites liés au flash commerce, au quick commerce. Et là, c'est toujours intéressant d'avoir un tel aéropage d'orateurs.
Comme vous l'avez vu ce matin, un protocole d'accord a été signé avec l'Union des marques françaises et j'en appelle donc Monsieur Jean-Luc Chétry, président de l'Union des marques. Bonjour. Good afternoon. Salam. Bonjour. Je suis particulièrement honoré de pouvoir m'exprimer dans un événement d'aussi haut vol. Car je vois la puissance de l'organisation GAM et l'honneur m'est incombé aujourd'hui de signer un protocole avec cette même organisation. J'en suis particulièrement heureux. Alors, quand on m'a demandé de parler, je me suis dit quel était le sujet d'actualité brûlante pour les publicitaires en France. Et la question se posait donc que l'avenir des médias se jouerait se joue dans le retail. Alors, qui suis-je pour m'exprimer ainsi à ce sujet? Tout d'abord, je suis un amoureux des brands, un constructeur de brands, de marques. Et j'aide les marques à grandir. Et je suis devenu le PDG de Cara en environ 5 ans. Ensuite, j'ai rejoint la destination parfaite pour moi, l'Union des marques, qui réunit 1600 marques en France pour créer des marques durables. Nous avons une équipe de 19 membres, dont Jérôme, qui est parmi nous, qui est le chef de nos capacités numériques, et nous travaillons sur tant de sujets que nous avons mis en place des partenariats stratégiques, en particulier avec Numberly, qui opère maintenant en Afrique et qui sont en experts en gestion, en CRM, en gestion de la relation client. Alors, tout d'abord, les bœufs avant le char. Qu'est-ce que le média retail? C'est la gamme exhaustive de services que peut être offert par un distributeur. Ça commence avec les données, avec l'activation des médias classiques, mais aussi en nouvelles, en ligne ou encore plus nouvelles, hors site, où il ne s'agit pas d'être dans le réseau du distributeur, mais en dehors de son réseau, mais toujours au cœur de l'activation des médias. Et nous y reviendrons par la suite, la mesure. Et c'est ça qui est fantastique dans ce domaine, c'est que tout peut être mesuré. Alors, un facteur très simple. S'il vous faut vous souvenir d'un seul facteur, il faut vous souvenir de celui-ci. Nous en sommes à la 3e et la plus rapide vague de croissance en pub. Il nous a fallu 13 ans pour passer de 1 à 13 milliards de dollars pour les recherches. Et il a fallu 10 ans pour le social, mais 5 ans pour que le retail media atteigne les 3 milliards de dollars. Et les chiffres ne font que continuer à s'accroître. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Quelle a été la clé du succès? Et cela commence avec la quête du Graal.
la quête pour les données de la première partie. Et les grands distributeurs ont accès à une source de données exceptionnelle. Par exemple, Marjan, qui n'en est qu'aux premières étapes. Alors, si je ne me trompe pas, il y a environ 400 000 utilisateurs de cartes de loyauté Marjan, qui est un outil fantastique pour la collecte des données. Au niveau du commerce électronique, corrigez-moi si je me trompe, si j'ai bien compris, l'application Marjan a été créée en 2020 et depuis 2020, donc dans les 4 dernières années, il y a environ 600 000 utilisateurs. Et enfin, les souscriptions à Carrefour, par exemple, offrent une plateforme où toutes les données sont disponibles pour activer toute une série de marques. Alors, voyons voir comment tout ceci fonctionne ensemble. Ça commence au cœur par les données clients. Ensuite, des programmes loyauté auxquels vous pouvez rajouter des informations que vous pouvez rajouter à vos consommateurs. Et ensuite, des ventes incrémentales qui vous permettent de développer vos réseaux de médias retail. Et ensuite, vous créez des partenariats de marque avec vos distributeurs. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape de la valorisation des données recueillies. Alors, c'est ça le cercle vertueux dans lequel vous êtes investi, qui explique la vitesse de développement. Il y a eu aussi l'impact de 3 disruptions massives. Tout d'abord, la fragmentation des audiences sur la télévision, bien sûr, mais aussi le développement des médias sociaux. C'est la première tendance. Deuxième tendance, la fin de la dépréciation des cookies de troisième partie qui vont un jour être remplacés. Et ensuite, la numérisation de l'expérience sur site. Alors, tout ceci va mener à une situation win-win-win. Un win pour les marques, un win pour les distributeurs, mais aussi un win pour les consommateurs. Alors, quelles sont les opportunités pour les distributeurs? Alors, le premier, c'est le partenariat avec les marques. Ça a commencé avec une preuve de concept. Ensuite, on en est maintenant dans une phase CRM où tout est beaucoup plus intégré. La génération de revenus par la monétisation des données. Et ensuite aussi bien sûr une meilleure connaissance, car les équipes des marques vont aider les équipes des distributeurs à exploiter mieux les données. Donc cela permet une optimisation de toutes les actions menées soit d'un côté, soit de l'autre, soit en partenariat. Alors nous parlons de plus de 200 réseaux de médias retail, par exemple Jumia, qui est l'Amazon de l'Afrique, qui exploite ces opportunités. Il y en a bien sûr de beaucoup d'autres à travers le monde, mais aussi à travers d'autres secteurs de la distribution. On parle en général des courses, mais on pourrait regarder les pharmacies, on pourrait regarder les vêtements, qui sont tous affectés de manière positive par le retail média. Quelles sont les opportunités? Tout d'abord, l'amélioration des données, car vous pouvez mieux cibler identifier et cibler votre cœur d'audience.
vous pouvez aussi mieux comprendre le voyage du consommateur à chacune de ces étapes et une meilleure connaissance des consommateurs quand vous pouvez mieux comprendre ce qui justifie leurs achats. Donc, passons à des cas pratiques. Par exemple, une collaboration entre Nestlé et Carrefour. Nestlé avait un outil de CRM particulièrement puissant en la combinant aux 14,8 millions de Carrefour. Quand on fait un alignement entre les jeux de données, vous pouvez mesurer l'effet de la CRM sur les ventes. Et vous avez le chiffre ici que votre CRM mène à une augmentation de 10% des ventes. Ça, c'est un exemple de ce qui est mesurable avec ces outils, avec la retail media. Un autre exemple simple pour vous, c'est l'exemple de Danone Activia avec Carrefour. Et là, il s'agissait de prendre la segmentation Danone Activia, de l'appliquer à la base de données de Carrefour et voir que vous pouviez faire une segmentation qui soit non seulement plus efficace, mais sur laquelle vous pouvez aussi mesurer l'impact de votre branding et de vos publicités, car vous pouvez le voir non seulement sur site, mais aussi hors site. Si vous avez bien compris, vous avez une segmentation et vous pouvez mesurer l'effet de votre publicité tant en ligne que sur site. Et vous pouvez donc augmenter les ventes de 25%. Et enfin, un facteur très important, les consommateurs. Les consommateurs devraient bénéficier de la consistance du retail media, c'est-à-dire un message consistant et bien adapté de la télévision jusqu'au groupe WhatsApp. Ça devrait être aussi personnalisé. Et c'est ça qui est fantastique concernant le retail media. Là, et c'était fantastique dans l'exemple Danone Activia. Et sans cette personnalisation, on risque de perdre le client. Et enfin, nous pouvons leur offrir de nouveaux services. Par exemple, Clarence avec Air France qui offre des services et Chias qui offre du cashback. Alors, maintenant, que nous offre l'avenir? Trois défis. Tout d'abord, la transparence. Vendredi, je vais lancer un label, un certificat d'authenticité des données. Ensuite, deuxièmement, les partenariats entre les marques et les distributeurs. Et enfin, l'organisation, la résolution des tensions au sein des ventes et du marketing et de la production. Et je sais que nous allons en parler dans le prochain panel, donc je ne m'attarderai pas dessus. Alors, ma conclusion, et beaucoup d'entre vous connaissent bien cette expression, less is more, moins c'est mieux. Il faut une certaine sobriété, il faut nous assurer que moins de messages soient plus que le nombre de messages plus restreint soit plus efficace. Et j'espère avoir fait la démonstration de l'importance de la retail media dans l'avenir proche. Merci beaucoup.
Thank you, thank you. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc Petrit pour cet aperçu particulièrement intéressant concernant les retail médias. Les médias de détail. Alors, certains m'ont dit qu'il nous manque quelques personnes. De provoquer des applaudissements spontanés, comme si c'était pas prévu et tout ça, histoire que les gens à l'extérieur se disent mais qu'est-ce qui se passe qui vont manquer. Donc voilà, je vais vous lancer un mot comme ça, je vais dire quelque chose, et ça va être comme si vous aviez vu Michael Jackson arriver, ou enfin je sais pas, un artiste que vous aimez, ok? Vous choisissez l'artiste que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de préférence. Vous allez chercher d'abord l'artiste pour aller chercher les applaudissements intérieurs. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être ici à l'Africa Digital Summit sur les applaudissements de cette salle. Allez! Ça, c'est ce que j'appelle le niveau 1. Je viens de manger, mais je suis un petit peu lourd. On va aller tenter le niveau 2. Est-ce qu'on est prêt? Ça, c'est toujours pour meubler. Vous dites qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il occupe la scène et je vous remercie surtout pour votre belle énergie depuis ce matin. Nous allons ici vous faire vivre un échange, un panel, justement sur cette fameuse question de l'International Perspective on the e-commerce, e-retail and retail media. Et justement, pour pouvoir officier ici ce panel, nous sommes très heureux de la recevoir et vous allez lui donner de l'énergie parce qu'elle en a besoin. J'appelle ici Fadoua Bizbiz, qu'on applaudit très très fort. Marketing Director of Marjan Group from Morocco, to moderate this panel. Venez à côté de moi, très cher. Directrice marketing du groupe Marjan. Pour encore une fois, Fadoua, merci infiniment. Fadoua, d'aller chercher aussi vos autres panélistes. Laura Iron. Please come on stage, Global VP of Digital Brand and Insights at PIC. Thank you. Can I have a seat? Yes, first. And also, Ainsi, je voudrais accueillir Larbi Alaoui Belriti, PDG de Yola Fresh au Maroc, ainsi que M. Amin Sadiq, directeur des opérations marketing Moyen-Orient pour le groupe P&G, anciennement Procter & Gamble, ainsi que Madame Saïda Najula, directrice du e-commerce à Royal Air Maroc. Il est ici, merci notre directeur, ainsi que Alex Sea, directeur de Africa FinTech basé en Côte d'Ivoire. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors bonjour, ladies and gentlemen, welcome to this e-commerce. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conversation sur le commerce électronique, la distribution électronique et le retail media. Nous allons avoir un aéropage distingué de 5 continents. Vos applaudissements fournis pour Laura Ilan, Alaoui Larbi, Amin Sadiq. Alors, nous allons commencer avec vous, Amin Sadiq, basé à Dubaï. Qui sont les tendances clés en ce qui concerne FMCG et l'impact sur vos opérations à travers le monde? Petit problème de micro, un moment de patience s'il vous plaît. So, using English, French, Arabic. So, this was e-commerce.
En ce qui concerne le commerce électronique au niveau mondial, je pense que la tendance aujourd'hui, c'est qu'on peut tout acheter en commerce électronique. Et on en revient aux consommateurs eux-mêmes, car c'est plus pratique. Et le temps de tout un chacun est particulièrement précieux et que les gens veulent s'affranchir du temps passé pour aller au magasin, pour explorer le magasin, pour faire la queue à la caisse. Et je pense que ça, c'est une tendance mondiale qui inclut tant le Maroc que l'Afrique. Et que au-delà des plateformes de e-commerce auxquelles nous avons pris l'habitude, c'est qu'il y a une tendance lourde pour de croissance de commerce électronique. Je pense que vous avez entendu parler de TikTok Shop qui est immense en Chine et en Asie. On voit comme aussi une certaine croissance au Moyen-Orient. Je pense que ça va venir au Maroc et en Afrique de manière générale. On en revient à ce dont on venait, ce par quoi on a commencé, le fait que les magasins n'ont jamais été aussi proches des consommateurs qu'elles le sont aujourd'hui, avec toute la ribambelle d'applications qui sont au bout des doigts littéralement des consommateurs, qui peuvent explorer des produits, obtenir des recommandations de leurs amis ou d'autres tiers de leur père. Et on en revient encore une fois au fait que c'est pratique et à la volonté des clients. Alors pour en revenir à l'Afrique, quels ont été les changements concernant les comportements en ligne ? Alors, on connaît typiquement au Maroc la petite boutique de quartier qu'on appelle Hanout. Comment a-t-il été affecté ? Bah écoutez, le Hanout n'a jamais disparu. Ça fait partie de... C'est sûr. En Darija, on parle de carnet. Vous pouvez prendre ce que vous voulez de plusieurs Hanout, de plusieurs petites boutiques. Et vous ne payez que à la fin, donc le carnet d'acheter à crédit. Mais je pense pas que ça va disparaître, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. Je pense que cela va toujours être un facteur de croissance pour la distribution dans son ensemble. Ce qui se fait, c'est les ventes en ligne ne vont pas cannibaliser les ventes sur site. Alors, nous allons passer maintenant à Laura Island de Big. Pouvez-vous nous expliquer comment BIC a pu percer aux États-Unis et prendre autant d'importance? Bah écoutez, avant que on se penche sur cette question, je voulais donner une définition assez simple du retail média, car en gros, le retail média est un média qui utilise les données du distributeur pour cibler les consommateurs. Je travaille à BIC, nous faisons beaucoup de stylos, bien sûr, et on va peut-être acheter certains mots-clés sur Internet, mais ça peut être aussi hors site, si par exemple vous cherchez dans les nouvelles locales et que vous aurez une publicité pour Clovo, ou que vous êtes un homme et que vous cherchez des lames de rasoir. Ça, ce sont des exemples très simples de ce qu'est le retail media. C'est très important aux États-Unis, c'est important en Europe. Les derniers chiffres que j'ai vus,
et que un quart des entreprises FCMG, un quart des dollars dépensés par les compagnies FCMG se fait sur le retail média. Je pense que la croissance est effectivement assez impressionnante avec 20-30% de croissance par an. Et nous dépensons 30 à 40% de nos budgets sur du média retail. Cela devient une partie particulièrement importante de notre mix média. J'en parlerai un peu plus par la suite, mais que nous regardons la situation en Afrique et les dynamiques du marché sont complètement différentes dans cette région. On en est... la situation n'est pas aussi mature, mais vu le fait que vous avez l'entrée d'acteurs très innovants, très jeunes et qui sont très ambitieux, je pense que nous allons continuer à avoir des augmentations dans l'augmentation du retail afin de mieux cibler les consommateurs, que tout le monde est déjà présent sur ce segment de la pub, même si tout le monde n'a pas une approche très sophistiquée. Quels sont les bénéfices uniques de ce type de plateforme, à votre avis? À 3 bénéfices uniques. Le premier, c'est que ça exploite cette data que le retail ou les médias retail y ont accès. La deuxième, c'est ces modèles d'attribution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez acheter quelque chose ou dépenser de l'argent et voir comment est-ce que ça va se passer. Et donc, cette efficience est incroyable. Et ce sont là les raisons pour lesquelles le retail média prend de plus en plus d'importance. Mais ceci étant dit, il est important de se rappeler que lorsque nous sommes en train de décider quels sont nos objectifs de campagne, est-ce que c'est une question de sensibilisation ou quoi que ce soit, vous allez avoir tellement d'éléments à prendre en considération. Est-ce que c'est du streaming? Est-ce que vous allez passer par du streaming? Est-ce que vous n'allez pas faire ça? Est-ce que ça sera juste les réseaux sociaux? Je me rappelle lorsque nous préparions le panel, vous m'avez parlé des magasins physiques. 85% des gens qui font leurs courses à Walmart le font à travers l'application. Vous imaginez, du téléphone, 85%. Même dans la catégorie alimentation et boissons, vous savez, ils font cela par téléphone. Ils font, même quand ils sont au magasin ou à l'hypermarché, ils sont toujours en train de regarder l'application pour voir ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Et donc, je peux vous dire que c'est devenu l'unique façon. Une dernière question pour vous. Avec la place que prend le retail média, les médias commencent à comprendre nos clients mieux que nous. Nous, en tant que marketeurs, comment est-ce qu'on peut nous continuer à être au top de cette relation client? Effectivement, ça a changé la dynamique entre les marques et les retailers, mais je veux voir l'aspect positif et dire que nous avons trouvé des façons à devenir partenaires avec ces retailers pour cibler nos clients de façon plus pertinente, comme par exemple les cibler au bon moment et avoir un impact dans le sens où on aurait une croissance économique. Donc moi je vois des choses comme ça. L'autre point, c'est que rien ne peut remplacer cet apprentissage ou du client. Chaque marque a une connaissance bien précise de son client et je ne pense pas que les retailers puissent substituer à ça.
Nous faisons aussi dans tous nos marchés beaucoup de travail sur le client pour essayer de comprendre les spécificités de chaque marché pour pouvoir développer ces campagnes spécifiques à chaque contexte et à chaque marché, comme par exemple le marché égyptien ou marocain. Le retail media est un outil important, mais il y a toujours le rôle du marketeur qui est bien en place. Harbi, vous êtes connu comme un entrepreneur en série réussi, qui a beaucoup de réussite. Pouvez-vous nous parler un peu des startups en Afrique et en Émirats Arabes Unis? Merci Fadwa. Je vais juste ajouter ce qui a été mentionné. Les tendances que nous avons observées dans le e-commerce. La première, c'est le changement vers le e-commerce. La plupart aujourd'hui des acteurs comme Amazon ou autres sont en train de devenir des retailers, des marketplaces. C'est une situation où vous n'êtes pas propriétaire de la marchandise. C'est un business très difficile et c'est comme ça que Jumia a commencé en tant que marketplace. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont commencé à devenir une marketplace, ce qui leur permet de ne pas être propriétaire de la marchandise et donc de devenir plus une plateforme où ils apportent du trafic et ils gèrent tout ce qui est logistique sans avoir à faire à l'inventaire et l'assortiment et tout ça. Donc ces marketplaces ont permis à beaucoup d'acteurs de e-commerce de devenir en tant que petit retailer à un grand retailer et c'est ce que veut l'utilisateur. L'utilisateur veut le plus de choix dans une seule et même plateforme. Toutes les marques, toutes ensemble, assorties ensemble. Alors, le moment où on a eu des millions d'utilisateurs qui visitent une seule marketplace, on a commencé ce retail media. Parce que ce sont les gens, par exemple, qui sont devant leur écran avec leur carte crédit et qui vont sur Jumia, disons, ils sont prêts à acheter et cela a beaucoup de valeur. À Jumia, nous avons commencé des digital house parce que on a commencé à bien comprendre nos clients, comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont à Jumia, qu'est-ce qu'ils veulent acheter et donc nous avons pu leur proposer le mieux qu'il y a sur le marché. Le quick commerce a commencé par la livraison d'aliments, de nourriture, mais de plus en plus de retail est en train de passer à ce quick commerce et c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus et je suis sûre que ça va continuer à s'accroître avec le temps. Vous avez travaillé avec Jumia et d'autres, ce sont tous des marketplaces. Pouvez-vous nous parler des défis auxquels vous faites face en tant qu'acteur africain? Tout ce qui facilite le e-commerce dans le marché émergent rend les choses très difficiles en Afrique. La première, c'est la logistique. En e-commerce, on doit être capable de faire des livraisons du point A au point B. En Afrique, il n'y a pas beaucoup d'offres dans le e-commerce. Et donc, techniquement, tout e-commerce doit développer ses propres logistiques. Les logistiques, ce n'est pas juste faire une livraison, c'est pas juste la livraison d'une lettre ou un colis. C'est beaucoup plus différent et donc c'est un défi de développer sa propre logistique et d'être un acteur e-commerce. Le deuxième, c'est le paiement. Deuxième défi, aux États-Unis, 100% des paiements se font en ligne, ce qui rend les choses beaucoup plus efficientes, beaucoup plus rapides. Alors qu'en Afrique, et là je parle du cas du Maroc, avant le Covid, plus de 95% des paiements, c'était un paiement cash à la livraison.
Et malheureusement, quand les gens n'acceptaient pas le colis, ça rendait les choses très peu efficientes. Le troisième, c'est éduquer le marché. Lorsque nous commençons dans un marché, nous essayons de percer dans un marché où personne n'achète en ligne, où les gens ne font pas confiance à l'achat en ligne. On doit passer par la télé, faire des publicités, expliquer ce qu'est le e-commerce. Et ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour cela que c'est difficile. Le dernier point, c'est une tendance de ces dernières années. Quand on a un PNL où les logistiques coûtent très cher, où le coût du marché est très cher, et enfin, vous devez rendre les choses profitables sur le court terme. C'est vraiment presque impossible. Et aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs poussent ces sociétés à devenir profitables très rapidement, ce qui est un des plus gros défis, je dirais. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de start-up qui sont en train, par exemple, de réduire un peu leurs coûts, peut-être même en réduisant leur effectif. La Fresh est une compagnie, une société, pardon, avec un objectif. Pouvez-nous nous en parler un peu plus et nous dire comment les retailers ou les startups peuvent contribuer à ce contexte africain au-delà des résultats et des performances, mais pour avoir un impact réel. Je ne saurais vous dire comment est-ce que j'ai commencé dans ce domaine des produits frais, comme les fruits et les légumes. Je ne saurais pas vous dire. J'ai commencé, vous savez, avec les grandes marques et les agences médias, puis ensuite je suis passée à quelque chose de complètement différent, complètement fou. Peut-être c'est par pure chance. Donc j'ai commencé une petite affaire d'agriculture. Et au début, il n'y avait pas beaucoup de choses. L'agriculture est une grande partie du PIB marocain. C'est peut-être pour ça que j'y ai été attirée par ce domaine. Mais au tout début, en tant que petit agriculteur, je n'avais pas vraiment accès aux retailers. Je n'allais pas, par exemple, vendre à Marjane, mais plutôt à un intermédiaire. On appelle ça les middlemen ou chenaq en marocain. C'est celui qui bénéficiera de la transaction. Et techniquement parlant, j'ai compris, de par mon expérience dans le e-commerce, la tech et la logistique, que j'avais quelque chose à apporter. En tout cas, j'espère que j'aurai quelque chose à apporter parce que je compte faire de l'argent. En tout cas, l'objectif, c'était d'aider une partie de la population qui est le petit agriculteur, qui n'ont pas vraiment les moyens pour vendre à Marjane ou autre, et qui passent par ces intermédiaires. Et c'était une façon d'optimiser la chaîne d'approvisionnement, reprendre les bénéfices que les intermédiaires prennent et les redistribuer aux petits fermiers, aux petits agriculteurs. Très inspirant, merci Labi. Je passe maintenant à Alex. Vous êtes le fondateur d'Africa FinTech. Ma première question pour vous, la pénétration des banques et les complexités transfrontalières sont aujourd'hui des complexes, spécialement dans le e-commerce. Et peut-être aider quelques startups de par votre expérience. La pénétration des services financiers au niveau de l'Afrique, surtout dans le secteur du commerce comme du e-commerce, doit être perçue de deux façons. Donc il y a bien évidemment la pénétration qui concerne les individus et puis la pénétration qui concerne les acteurs, les entreprises, etc. Aujourd'hui, on connaît tous plus ou moins l'histoire de M-Pesa qui a permis de faire un grand shift, d'améliorer le taux d'inclusion financière au Kenya. Et on connaît l'explosion aussi du mobile money un peu partout en Afrique.
c'est un projet, c'est une innovation dans ce tag aussi, aujourd'hui l'Afrique, dont l'Afrique est aujourd'hui propriétaire. Toutes ces innovations ont été apportées par des startups, ont été apportées par des acteurs des technologies financières. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on sait du e-commerce en Afrique, c'est autour de les prévisions pour le e-commerce en Afrique jusqu'en 2028, c'est autour de 47 milliards de dollars qui seront générés par ce secteur d'activité. Les prévisions aussi sur le taux de e-commerçants ou de e-acheteurs, c'est autour de 40% de la population africaine d'ici 2025. Le positionnement des fintech, des fournisseurs de services technologiques, de solutions technologiques, est très central dans ce développement de l'industrie, dans ce développement du e-commerce. Aujourd'hui, les solutions de fintech, par exemple, comme je le disais avec M-Pesa, permettent à tout individu de pouvoir avoir un compte bancaire ou un wallet, un portefeuille électronique qui lui permet par exemple de stocker de l'argent, de transacter, d'envoyer de l'argent, de faire du P2P, mais aussi surtout de pouvoir acheter et de pouvoir acheter en ligne. Le bon du e-commerce trouve d'une certaine façon son explication, son origine dans ce qu'aujourd'hui, une grande partie de la population africaine a accès à ces solutions de finances digitales, accès au portefeuille électronique. Après, notamment sur la partie des SMI, aujourd'hui beaucoup de solutions technologiques existent, beaucoup d'acteurs existent, beaucoup de startups aujourd'hui existent, comme j'ai un ami qui est là, Trusty Finance, qui a une solution pour tout ce qui est trade finance. Donc il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui permettent par exemple aux SMI, aux commerçants, de pouvoir avoir accès à du financement, de pouvoir avoir accès à des solutions financières. Donc on comprend que ce n'est pas tout et que ce secteur doit être encadré, mais dans le développement de l'industrie du e-commerce, les technologies financières aujourd'hui ont une palette de solutions, une palette de services qu'elles mettent à la disposition à la fois des acheteurs et aussi des SMI. Et bien sûr, quand on regarde un peu plus ces solutions qui sont proposées, on se rend compte que de gros acteurs comme WaterWave, je parlerai tantôt aussi des acteurs comme Wave, qui permettent aujourd'hui, par exemple, de pouvoir acheter sur des plateformes, surtout WaterWave, de pouvoir acheter sur des plateformes à travers plusieurs devises. L'Afrique, c'est 54 pays, mais on a autour de 34 devises, 32 ou 34 devises. Donc, il fait que faire du commerce en Afrique est souvent difficile. Mais aujourd'hui, les fintech permettent de faire du cross-border payment, quel que soit le pays en Afrique, et même au-delà, de pouvoir acheter en ligne et de pouvoir se faire livrer. Ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'une start-up dans un pays potentiellement de la ZLECA peut demain avoir accès à des consommateurs ou à un marché au-delà du marché national sur lequel elle opère grâce à des solutions de fintech. Tout à fait. Parce que ce qu'on essaie de promouvoir aussi, nous, à travers nos activités et justement notre organisation, c'est qu'on puisse avoir ce marché commun. Il y a une initiative qui existe avec la ZLCAF qui permet aujourd'hui, à travers une plateforme de paiement, le PAPS, qui permet de payer facilement, de façon instantanée. Et je pense que l'une des problématiques du e-commerce en Afrique, c'est l'instantanéité. J'écoutais ce matin la présentation de AWS, de Amazon, qui a la possibilité de livrer, quand ils faisaient le ranking, leurs statistiques, la possibilité de livrer en 15 heures, je crois 15 minutes ou 15 heures, des produits. Donc l'une des plus grosses problématiques du e-commerce, c'est justement de pouvoir permettre cette instantanéité. Et justement, les fintech permettent aujourd'hui, à travers le paiement de rendre instantané, la collecte pour le e-commerçant. Et je pense que c'est l'une des choses qui permettent de booster ce secteur d'activité. Et peux-tu, s'il te plaît, me donner un exemple d'une success story 100% africaine, d'une start-up de la fintech, d'une solution fintech?
Je pense que les plus grosses success stories de la fintech sont en Afrique. C'est vrai qu'il y a les Revolut, etc., les Nubank, etc., les NV5 qui sont en Europe. Mais quand on parle de success stories, je passerai M-Pesa qui appartient à un groupe telco. Mais aujourd'hui, des groupes comme Flutterwave qui sont des licornes valorisées à 1 milliard, à 3 milliards de dollars, qui ont fait des levées de environ 400 millions de dollars, qui permettent aujourd'hui, j'en parlais justement, de pouvoir faire des paiements en plusieurs devises. Je parlerai de Paystack, qui a été racheté par Stripe à 200 millions de dollars, et qui permet à travers son API à tous les commerçants de s'être connectés, de pouvoir s'interfacer avec plusieurs plateformes de paiement, de pouvoir s'interfacer dans plusieurs pays. Je parlerai tantôt aussi de Wave en Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs, Wave qui est au Sénégal, qui a levé 200 millions de dollars, qui est aussi une licorne, et qui permet, au-delà de faire du P2P, mais qui permet aujourd'hui, par exemple, de payer facilement, que ce soit dans le commerce ou que ce soit dans le transport. Ce sont des solutions aujourd'hui qui facilitent la vie, qui facilitent les activités. Et je pense qu'en matière de success story, il y en a. Moi, j'aime bien Chari et puis son modèle économique qui pour moi est un exemple de réussite. Parce qu'au-delà de juste être une plateforme de B2B, ils ont rajouté une couche finance qui permet d'être véritablement intégrés. Parce qu'aujourd'hui, les petits commerçants, les agriculteurs, ils ont besoin de ces solutions-là parce qu'ils ont des difficultés pour avoir accès aux services financiers. C'est pas toujours facile. Je pense au Maroc comme en Afrique subsaharienne. Donc ils viennent avec leur modèle, au-delà de pouvoir juste être une plateforme où les gens peuvent acheter, où les commerçants, les agriculteurs peuvent s'exposer. Et ils ont cette capacité, cette possibilité aussi d'avoir du financement pour se développer. Merci beaucoup, Alex. Laura, coming back to you. Moi, pour revenir à vous, avec le boom du retail média, est-ce que vous pensez que ça va devenir le numéro 1 pour la publicité sur les réseaux sociaux ou même Total? Écoutez, je vais prendre un risque et je vais dire oui aux États-Unis très rapidement. Aux États-Unis probablement d'ici 5 ans. L'Afrique, encore un certain temps, je pense. Peut-être qu'il faudrait, peut-être que ça va être limité au quick commerce, au commerce flash. Pour ma marque à moi, presque 50% de nos dollars sont dépensés sur du retail média. Et tout ce que je dirais, tout ce que j'ai ajouté, c'est qu'aux États-Unis, les choses en sont devenues si sophistiquées que nous utilisons les données récoltées auprès des consommateurs afin de concevoir notre stratégie de médias. Donc, dans ce contexte, je pense que oui, effectivement, ça ne peut que grandir. Amine, quelle évolution pour le paysage du retail média sur les 3-5 ans à venir? Écoutez, tout d'abord, pourquoi se poser la question? Je dois répondre en posant la question une question un peu provoque, mais avons-nous le choix? D'ici à 3 à 5 ans, chaque nouveau, d'ici à 3 à 5 ans, il y aura plus de nouveaux consommateurs en ligne que hors ligne. Donc il faut s'adapter. Et on peut pas, soit on surfe la vague, soit on se fait emporter par la vague. On en revient au côté pratique pour les consommateurs. Et il faut donc travailler sur 3 points. Tout d'abord, le listing. Il faudrait que le consommateur puisse trouver ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Deuxièmement, il faut la logistique pour livrer dans les 20 minutes ou dans la livraison en 1 heure. Et troisièmement, le point clé, c'est le paiement. Soit en cash, soit en ligne. Avec, bien sûr,
des facilités de paiement, que ce soit par exemple des paiements retardés, des paiements en plusieurs volets, donc que ce soit plus pratique, que ce soit plus rapide et que ce soit plus facile à payer. Dernier commentaire avant de clore le panel, nous serions mettre en exergue la transformation digitale de Royal Air au Maroc, qui fait déjà 25% de ses ventes à travers le commerce électronique et s'apprête à accueillir le monde pour la Coupe du Monde 2030 qui sera partagée entre le Maroc. Merci, la présentation est derrière. Merci pour l'occasion à Fdoua et à Samer. Je vais partager avec vous aujourd'hui des chiffres qu'on n'a jamais partagés de manière officielle sur la plateforme e-commerce de Royal Air Maroc. Donc c'est la première plateforme e-commerce du Maroc en termes de revenus, je précise. Je n'ai pas le... Ah super, merci. Donc, comme Fdoua vous a précisé, on représente 28% du chiffre d'affaires de la compagnie. Ça veut dire cette année, on va finir à 5,6 milliards de dirhams. En termes de progression, il faut savoir qu'on a doublé en 5 ans. C'est-à-dire que par rapport à 2019, on a fait x2, on est passé de 2,9 milliards à 5,6 milliards. La plateforme e-commerce, c'est 50 marchés. Donc de par le monde, dont un des marchés qui est international, on est traduit en 10 langues, ça représente 258 200 pages de contenu et il y a 20 217 pages de moteurs de recherche qui sont générés automatiquement par des solutions de SEO. Les nombres de visites, on a plus de 86 millions de visiteurs par an qu'il faut convertir au mieux, au plus. Donc on se spécialise, on fait de plus en plus de fine-tuning par rapport au conversion rate. Il faut trouver des niches, on s'appuie sur des solutions digitales. Et la base opt-in, on a plus de 2 millions de newsletters. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à s'inscrire avec nous. Je précise que les 5,6 milliards, c'est globalement dans le monde, c'est les 50 marchés dont je vous ai parlé, que l'on dessert. Le Maroc représente une petite partie de ces 5,6 milliards. Et, on peut passer au slide suivant. Donc voilà, on a signé un partenariat avec Amadeus, qui est le géant, un des géants de la distribution aérienne, qui est assez spécifique, on va dire, par rapport au reste du retail, pour accélérer notre plan de transformation digitale. Donc pour 2025, on a un plan très ambitieux qui va avec le plan de développement de la RAM. Vous avez dû en entendre parler ou lire dessus, où la RAM a pour ambition de multiplier par 4 le nombre de ses avions, donc pour être à la rencontre du rendez-vous de 2030 de notre pays. Donc dans le cadre de cette stratégie de développement, on a signé pour avoir une nouvelle application mobile, un nouveau IBE, Internet Booking Engine, et un nouveau site web pour l'année prochaine, 2025. Donc juste pour améliorer bien sûr la CX. Je n'ai pas pu, en 2 minutes, on ne peut pas présenter la plateforme e-commerce Maroc. Toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui, etc. C'est juste une overview qui est vraiment globale. C'est juste pour dire, donc, comme a dit Alex, la fintech, c'est un point clé du e-commerce, surtout pour des acteurs africains. Les acteurs africains, on a beaucoup de problèmes pour se développer. Les 20 méthodes de paiement que vous voyez, il y en a une partie qui sont dédiées pour chaque pays parce que les devises ne sont pas convertibles. Et une méthode de paiement additionnelle pour chaque marché, chacun des 50 marchés dont je vous ai parlé, ça représente entre 2 à 5% de croissance du chiffre d'affaires du marché en question. Donc si on développe par exemple du mobile payment, electronic wallet ou du mobile payment direct dans un pays africain, on sait qu'on va augmenter le chiffre d'affaires du pays d'au moins 5%. On vient de lancer par exemple Orange au Sénégal, on a des taux de croissance, on est à plus 50%. Bon, c'est inédit parce que
c'est des méthodes de paiement qui ouvrent de manière gigantesque le volume. Mais on va dire sur un marché mature comme aux US, au Canada ou en Europe, ça va plus être du 2-5%. Donc ça, c'est juste des exemples du mobile, des méthodes de paiement que l'on a sur le site. Certaines qui sont globales comme Visa ou Mastercard et certaines qui sont vraiment locales comme iDeal en Hollande ou CMI au Maroc ou d'autres méthodes de paiement comme en Côte d'Ivoire, MTN ou au Cameroun. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour la fin. On fait attention, bien sûr, vous entendez parler de personnalisation, de customisation des services, etc. Tout le monde n'aime pas consommer de la même manière, comme tout le monde n'aime pas voyager de la même manière. Donc on va adresser un certain nombre d'offres, de services et de produits pour les gens premium. Donc ça va être du fast track, ou de l'accès au lounge, ou du sitting, ou de l'access back. Donc on essaie d'avoir vraiment à chaque fois de développer de nouveaux produits et services, parce qu'on sait qu'on va adresser de plus en plus de clients en offrant de plus en plus ces choses-là, et puis une panoplie de produits relatifs au voyage, comme l'hôtel ou la location de voitures ou autres, qui vont venir renforcer notre positionnement pour les rendez-vous du pays. Et enfin, les grandes tendances, et on n'y échappe pas, et je pense que tout le monde du e-commerce est d'accord. Le voice command, parce que Gen Z oblige et génération qui vient, et voilà. Le mobile first, on sait que 75% chez nous des visites se font sur mobile, donc c'est mobile first, obligé. L'intelligence artificielle et le chat GPT, je pense que vous connaissez déjà, on y va aussi. C'est tout ce qui est traitement de réclamation, traitement de formulaire, tout ce que l'on peut automatiser à travers des automates. Donc on n'échappe pas à la tendance. Et la réalité augmentée, la réalité virtuelle, donc on a comme projet d'intégrer encore des solutions qui vous permettent de prévisualiser l'intérieur de l'avion, de prévisualiser votre site, etc. Et ça va venir avec la livraison du nouveau site. Voilà, en gros, les 4 tendances du e-commerce auxquelles on n'échappe pas. Merci. Thank you very much, Saïda. So as you can see, the future of e-commerce is... Vous le voyez, l'avenir du commerce électronique en Afrique est particulièrement intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités. Au nom de l'Association des publicitaires du Maroc, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci bien, merci dames.